L'arbre qui cache la détresse. Chapitre 3. Le démon à cornes. Après plusieurs jours, je n'ai toujours pas de nouvelles de Carl. Il s'est volatilisé. Pas une trace de lui à l'appartement. On dirait une chaussette disparue après une brossée de lavage. J'ai du bruit dans la tête. Je n'arrête pas de me répéter que Carl m'a volé et trahi. C'est compliqué à expliquer. J'ai de la misère à me concentrer et à penser à autre chose. J'ai toujours les mêmes pensées qui me hantent et qui reviennent en boucle. En réalité, je suis stressé par rapport à plusieurs choses, parce qu'en plus d'avoir perdu mon emploi, j'ai aussi perdu mon moyen de transport pour me rendre à un travail. Que Carl me lifte tous les matins était un avantage considérable. Un émondeur, ça a besoin d'un véhicule. Le problème, c'est que moi, j'en ai pas. Je te vois pas très bien avec ta scie à chaîne dans l'autobus de la ville. Le monde normal, quand il perd son boulot, il peut demander de l'assurance emploi. Moi, en ayant été payé au noir, je m'évitais les frais de charges sociales. Innocent, en ayant refusé de payer les charges, tu n'y as pas droit. Je n'ai donc aucun revenu. Zéro. Absolument rien. À la base, ça semblait pas être une mauvaise idée. Je voulais éviter que mon salaire déclaré soit trop élevé et que la DPJ me retire une partie de mon revenu qui était dédié à mes frais juridiques et à mon projet de me trouver un logement pour vivre avec Philippe. Reste pas là assis sur ton steak. Prends-toi. Va te chercher une job. Je suis pas le genre de gars à rester là et à me morfondre. Je fais le tour du quartier et je regarde ce qui pourrait m'intéresser. Je me sens pas en forme. Je suis fatigué, ça paraît quand je me présente aux employeurs. J'ai l'impression d'avoir autant de motivation qu'un vegan qui part en voyage à chasse et pêche. C'est certain que le fait d'avoir de la difficulté à dormir, ça m'aide pas. Mon voisin fait beaucoup de bruit. J'entends souvent cogner. Toc! Le jour, c'est tolérable, mais la nuit, ça aggrave mon insomnie. Toc! C'est comme si quelqu'un frappait dans les murs à répétition. Toc! C'est lourd. Toc! Ça brise le rythme de mes pensées. Toc! J'ai l'impression que quelqu'un m'écrase le crâne. Oh, je préfère passer mon temps dehors. Donc je m'en vais au parc et je croise Darius. Il me raconte qu'il a abandonné son projet d'être consultant en arts occultes. Ça a l'air que ce n'était pas assez payant pour l'énergie investie. J'essaie de lui faire comprendre subtilement que je peux pas m'attarder. Je dois partir. Pour aller où? Ah, je sais pas, mais je sais que ce n'est pas en parlant avec lui que je vais trouver une solution à mon problème. Clairement, il comprend pas mon intention de mettre fin à la discussion. Il me suit. Qu'est-ce qu'il veut, lui? On quitte le parc et on marche dans la rue. Ça a l'air qu'on va au même endroit. J'ai inventé un appareil capable de manipuler, transformer la matière et l'énergie à un niveau quantique, tout en utilisant une intelligence artificielle ultra avancée pour adapter ces transformations aux besoins spécifiques de l'utilisateur, me dit Darius, les yeux ronds comme des billes. Je pourrais l'appeler le transficateur quantuomorphique. Qu'en penses-tu? Je sais pas quoi répondre à ça. Il me fait rire avec ses idées extravagantes, mais en même temps, je trouve ça triste parce que je sais que ça a pas d'allure. Je serais curieux d'entendre ce qui se passe dans sa tête à lui. J'ai le goût de pleurer. Je le laisse parler. Darius réussit à me changer les idées pendant un certain temps. J'ai besoin d'un investisseur avec les reins solides pour mon nouveau projet, ajoute-t-il. Au moment de traverser l'intersection, un homme en Mercedes klaxonne et nous envoie promener avec son majeur. Tassez-vous du chemin, il y en a qui doivent aller travailler, nous crie-t-il par la fenêtre. C'est toujours les mêmes qui ont toutes. Il conduit une Audi récente, porte une chemise avec cravate et par-dessus tout, il semble que la rue au complet est à lui. Ouais, ben, il se prend pas pour un 7-up flat, lui. Je pense pas pouvoir t'aider, Darius. J'ai même plus assez d'argent pour payer mon loyer. Non, mais faut-tu être pauvre? Tu n'es pas pauvre. Lui, il est pauvre, dit Darius en désignant l'homme en voiture roulant à toute vitesse. Tu connais rien aux autos. Il y a un char de luxe. Il est clairement pas pauvre. Qu'est-ce que tu dis là? Conduire une Audi, ça veut dire que t'as réussi dans la vie. Rien qu'à voir, on voit bien. Manifestement, nos opinions divergent. En effet, je ne connais rien aux voitures, mais il est évident que cet individu n'a pas réussi dans la vie. Il est tellement malheureux dans son travail qu'il doit insulter les gens en s'y rendant. S'il était si riche, il n'aurait pas besoin d'aller à son emploi qu'il haït. Un homme heureux ne ressent pas le besoin d'insulter gratuitement les piétons.
T'en connais un qui est désagréable de même. Il s'appelle Carl. Au lieu d'insulter le monde, il se drogue avec le paye. Juste le fait de penser à lui, j'ai des bouffées de chaleur qui me montent à la tête. Ça y est, la pause dans ma tête est terminée. Maintenant, j'imagine toutes les façons que je pourrais injurier Carl quand je vais le croiser. Voleur, fraudeur, trou de cul. Les leçons de vie hippies de Darius commencent à m'énerver. Je comprends son point, il n'a pas tort, mais je suis offensé que ses grands discours moralisateurs proviennent de lui qui, apparemment, ne travaille pas et ne vit pas dans le même monde que moi. Je me sens intolérant, donc je garde mon commentaire pour moi, mais je sais qu'il a remarqué mon agacement. J'ai une boule au ventre alors que je passe chez Yvon comme à mon habitude. Je remarque que Stacy est toujours devant chez lui. Je traverse la rue pour être certain de l'éviter. J'ai l'impression qu'elle m'observe. En fait, on dirait plus qu'elle te surveille. Ben voyons, imbécile, elle habite pas loin de chez Yvon, c'est normal qu'elle soit toujours là. Pourtant, on dirait que l'idée, même si elle a plus ou moins de sens, finit toujours par revenir, et j'ai de plus en plus de difficultés à la chasser de ma tête. On dirait qu'elle te surveille. En entrant chez Yvon, je vois bien qu'il ne se sent pas mieux que moi. Stacy a l'air de te surveiller. Il me raconte que sa blonde lui a appris qu'elle a le cancer. Yvon se sent dépassé. Cool donc, ça va bien mal de ce temps-ci. Je lui dis que je suis là pour lui et que je vais le supporter. Il ne doit pas être très convaincant parce que moi, le premier, je me crois pas. C'est certain que Stacy va être encore là à te regarder quand tu vas sortir d'ici. Pour être honnête, je l'écoute, mais partiellement parce que je suis pas capable de rester attentif à ce qu'il me dit. Si tu sortais par une autre porte, peut-être que tu pourrais déjouer la surveillance de Stacy. Les mêmes idées se répètent continuellement dans ma tête. J'ai beau les refouler, elles finissent toujours par revenir. Comme si elle refusait de m'obéir. Plus précisément, comme si elle n'était pas à moi. Habituellement, quand je pense, j'ai toujours la même voix dans ma tête. La mienne. Sauf que ces idées-là sont différentes. Les voix sont comme si quelqu'un me parlait dans l'eau. Genre quand je me baigne dans une piscine et que des gens parlent à côté. J'entends pas clairement ce qui se dit. La voix est très basse, mais je suis tout de même capable d'en interpréter le sens. « Allô? La Terre appelle la Lune! » me dit Yvon en passant la main devant mon visage. « Est-ce que tu vas appeler Philippe finalement ou tu vas continuer de regarder dans tous les sens en marmonnant? » Stacy me regardait d'une drôle de façon tantôt quand j'arrivais chez toi. Est-ce qu'elle est encore dehors? Je vois pas Stacy, moi, me dit Yvon en regardant par la fenêtre. J'appelle l'unité de Philippe, mais étrangement, l'éducateur me dit qu'il n'est pas là. Chris, on est le matin, il peut pas être bien loin. Chaque heure il commence son horaire d'école. Je me sens un peu agressif. Mon frère l'aperçoit aussi parce qu'il me fait signe de baisser le ton. L'éducateur me suggère d'appeler l'intervenante responsable de son dossier. Penses-tu que je traîne son numéro de téléphone partout, toi, calice? Comment je vais faire pour la rejoindre? Ça sert à rien de lui laisser un message. Elle pourra pas me rappeler. J'ai pas de téléphone. Probablement que l'éducateur comprend que je suis pas d'humeur parce qu'il m'offre de tenter de la remettre en contact avec moi. Donc, c'est important aujourd'hui. D'habitude, il m'offre pas ça. Ça a l'air louche. Je transfère de ligne et j'entends la voix d'une femme au téléphone. C'est la fameuse intervenante responsable. Elle me demande si j'ai parlé à Philippe récemment. Je crois pas mes oreilles en entendant ce qu'elle m'annonce par la suite. Elle me dit que Philippe aurait tenté d'entrer par effraction dans une maison. Il aurait été mis en état d'arrestation avec d'autres jeunes. À tabarnak, je le savais qu'il fallait que je le sorte de là avant qu'il soit trop tard. Il est entré au centre jeunesse avec un DEP en problème de comportement. Il est en train de finir son doctorat en invasion de domicile. C'est à cause des autres petits Chris qui l'ont influencé. Jamais Philippe aurait fait ça sinon. L'intervenante poursuit en m'informant que Philippe est transféré d'unité. À son tour, il intégrera une unité sécuritaire en raison de sa dangerosité. Moi, t'en faire, moi, des dangers. Je raccroche en frappant le téléphone sur la table et je sors dehors sans rien dire. Bon. Je prends le temps de réfléchir en marchant. J'ai beau avoir le goût de pogner les nerfs après tout le monde. Le vrai coupable, c'est moi. C'est de ma faute si Philippe est pogné là-bas. J'avais eu l'argent pour lui acheter ce qu'il voulait. Il n'aurait pas eu besoin d'essayer de voler les autres. J'ai été un conjoint de merde quand sa mère m'a annoncé qu'elle était enceinte, et en plus, je suis pourri comme père. J'aurais voulu l'éviter, mais Philippe ne retient pas sa naïveté des voisins. Moi, je me retrouve dans le trou parce que j'ai cru Carl. Lui, il s'est fait monter un beau grand bateau, il a embarqué dedans à pieds joints, en espérant pouvoir s'acheter du linge de marque. L'intervenante ne m'a pas dit pourquoi que Philippe a fait ça, mais moi, je le sais. J'ai beau être con à l'occasion, je ne suis pas un imbécile à temps plein. J'arrive chez moi et je me couche. Je suis épuisé. Je m'endors, mais je me fais réveiller par les nombreux bruits.
J'entends cogner partout autour de moi. Ça a l'air d'être le zoo dans le bloc. Les rôdeurs sont de plus en plus bruyants. Le téléphone ne cesse pas de sonner. Dring, dring, dring. Je me lève pas pour répondre, je crains que ce soit un de mes créanciers. Dring, dring, dring. Je me cache dans les couvertures de mon lit. Ici, il ne peut rien m'arriver. Dring, dring, dring. Je me fais réveiller par Yvon. C'est une vraie histoire cochon, reprends-toi, fais un peu de ménage. Qu'est-ce que tu fais chez nous? Va-t'en, t'as pas d'affaires ici. Ça fait depuis au moins 10 semaines que t'es pas passé chez moi. Je m'inquiétais. Ah, j'ai pas eu le temps, là. J'ai été très occupé. Tu faisais quoi, coudon? Tu faisais sûrement pas le ménage. Il y a des assiettes qui traînent partout. On dirait que ça fait une semaine que c'est là. Tout est dégueulasse. Ah, t'as raison. Je vais me reprendre en main. Je vais passer te voir demain. Ah, t'as pas l'air fort. T'es tout blême. Mange un peu, ça te fait du bien. Si t'as besoin de parler, tu peux te confier. Pas à moi, là. Moi, je suis pas bon là-dedans. Mais je connais quelqu'un, par exemple. Elle travaille le lundi soir au bar Le Dauphin. Je pourrais aller te la présenter si tu veux. Elle a tellement eu de problèmes quand elle était jeune qu'elle pourrait enseigner aux thérapeutes. D'ailleurs, tu m'inquiétais donc, j'ai contacté Carole. C'est quoi tu te mêles? Je t'avais dit de pas lui parler de mes problèmes. C'est ma job de grand frère d'essayer de prendre soin de toi. De toute façon, il m'a appris qu'il vient de divorcer et doit se serrer à la ceinture lui aussi. Il a trouvé sa femme dans son lit avec le professeur d'escrime. Il est en train de tout vendre le peu qu'il lui reste. On dirait bien que les problèmes d'argent, c'est pas juste une question de revenus. C'est le genre de choses qui arrivent même aux plus riches. Tu l'as dit, c'est au grand frère de protéger les plus jeunes et pas le contraire. Il a bien fait de refuser, c'est pas son problème. La courte visite de mon frère aîné a réussi à me tirer de mon lit. Une fois debout dans mon désordre, je réalise qu'il a raison de trouver mon appartement dégoûtant. Je n'aurais pas besoin de décorer pour la fête de l'Halloween qui s'en vient. Dring, dring, dring. Le téléphone sonne encore. Je sais pas où il se trouve. Je commence à chercher d'où provient le bruit. Dring, dring, dring. Je regarde partout, mais je ne réussis pas à le découvrir. Par la fenêtre, j'aperçois des petits monstres et des super-héros envahir les rues à la recherche de friandises. J'installe un drap devant la fenêtre pour avoir l'air d'être absent. Je n'ai pas de bonbons à donner et je ne veux pas me faire déranger par des enfants qui viennent cogner à ma porte. Dring, dring, dring. C'est à ce moment que je me ressaisis. J'ai même pas de téléphone. Pourtant, j'aurais vraiment cru que le son provenait de mon appartement. Comment mon téléphone peut sonner si j'en ai pas? Ça fait longtemps que Carl est parti avec son cellulaire. C'est évident que je me fais jouer des tours. Il y a quelqu'un qui fait exprès pour me faire chier. Non, pas quelqu'un. Quelque chose. J'entendais des grognements pendant que j'étais couché et ils provenaient de toutes les directions. Je prends mon balai et je me mets à cogner avec le manche sur le plafond. Lâche-moi, je t'ai rien fait, lui dis-je en criant. Commence à me sentir menacé. Je débranche mon réfrigérateur, je le pousse devant la porte d'entrée. Maintenant, au moins, il ne peut plus entrer. Je me dirige à nouveau vers ma chambre avec l'intention de me coucher. Je ferme les yeux et le temps passe. Des fois, je dors, d'autres fois, non. Ça fait tellement longtemps que je suis dans ma chambre que j'ai perdu la notion du temps. Je ne pourrais même pas dire combien de journées ou même combien de semaines se sont écoulées depuis la dernière fois que je suis sorti. Boum, boum, boum! Des bruits proviennent du mur. La créature est capable de se faufiler dans les murs. Je couvre mes fenêtres avec des sacs de vidange noirs. L'étanchéité des fenêtres fait de mon appartement un endroit hermétiquement sécurisé. Je m'assois devant le mur qui relie la salle de bain et la cuisine. Je patiente en fixant le mur recouvert de peinture blanc crème pendant des heures, mon balai en main. Il va finir par sortir, tu pourras lui faire la peau. Je rappelle que j'avais justement dit à Carl avant d'emménager que nous devions recouvrir les murs de primer. Ce dernier avait balayé du revers de la main ma demande en disant que ce n'était pas nécessaire. Cette erreur de débutant me rend aujourd'hui vulnérable. J'aurais pas dû me fier à ce monstre. J'aurais dû tenir mon bout. Je n'aurais pas cru que cette banale décision me causerait des ennuis quelques années plus tard. Ça fait des heures que je plantais là à faire la plante verte. Le monstre est parti aussi subitement que Carl a déguerpi de l'appartement. Ils se ressemblent, ces deux-là. Mon état de vigilance accru dans le but de chasser le monstre m'a épuisé.
Je retourne me coucher. Toc, toc, toc. On cogne à la porte. Je sors de mon lit. Prépare-toi d'un coup qu'il t'arrive quelque chose. Ah, regarde, une poêlonne sale, c'est parfait. J'agrippe le poêlon à 2 mains. J'ai mal aux jambes tellement ça fait longtemps que je suis couché. Mais je suis prêt. C'est aujourd'hui que je lui règle son compte. La serrure de la porte se déverrouille. Le monstre n'est pas capable d'entrer parce que je me suis barricadé avec le réfrigérateur. Pas si fou que ça, le bonhomme, hein? Il me menace d'appeler la police. Je lance toutes mes munitions vers la porte. Bouteilles de shampoing, verres, ustensiles, télécommandes et autres objets à ma disposition. Avec toute l'énergie qu'il me reste, je lui réponds avec assurance et provocation. « Va-t'en, sinon c'est moi qui appelle la police! Elle va venir te chercher et elle va te ramener en enfer! » Le silence est revenu pendant un bon moment. Mais après un certain temps, je l'entends à nouveau dans le corridor. En me fiant au bruit de pas, j'estime qu'ils sont plusieurs. Il est sûrement allé se chercher des amis. Ils sont maintenant plusieurs monstres à essayer d'ouvrir la porte en poussant le réfrigérateur. Je m'exerce et fais quelques mouvements de poêlon pour me préparer au combat. La protection que m'offrent mes bobettes, le seul vêtement que je porte, est assez limitée. Je devrais être offensif et en finir le plus rapidement possible. 2 démons en uniforme bleu et portant une veste par balle réussissent à entrer, mais ne semblent pas hostiles. Il y a un évident déséquilibre dans notre rapport de force. J'ai avantage à user de ma ruse afin de me sortir de cet assaut plutôt qu'à engager de combat. Le 3e démon entre en se cachant le nez dans son collet de chandail, fait des commentaires sur mon insalubrité. Il se présente en tant que huissier, bien caché derrière son masque de fortune. « Je suis surpris que vous soyez encore ici. Ça fait plusieurs semaines que je cogne à votre porte sans avoir de réponse, » me dit l'homme derrière son masque improvisé. Les monstres ne sont pas menaçants. En fait, ils ont l'air humains en apparence. Ils ne démontrent pas d'agressivité, mais plutôt de la tristesse. Peut-être même de la pitié. Je laisse tomber ma garde et réponds à leurs questions. Plusieurs autres créatures déguisées en humains me parlent. La supercherie semble bien ficelée, mais au moins ces monstres-là sont gentils. Ils refusent de me dire lequel d'entre eux me jouait des tours. Certains s'évertuent de manipuler en se faisant passer pour des ambulanciers ou des intervenants sociaux. Hey, non, mais je suis pas un idiot. Je ne me ferai plus jamais avoir aussi facilement qu'avec Carl et je conserve un minimum de méfiance. Les menottes au poignet, je me dirige vers l'ambulance qui se trouve dans le stationnement très froid pour mes pieds nus. Le véhicule est juste devant la porte d'entrée, bien à la vue de tous les rôdeurs. Je les vois chuchoter entre eux, me fixant de leurs regards pleins de jugement. Les témoins restent à distance et n'ont même pas le courage d'intervenir. Toujours en bobette, je m'installe sur la civière où une couverte réconfortante m'accueille pour me réchauffer. Je m'abandonne à mes kidnappeurs. Je taboute. Carl et sa gang ont gagné. Ce segment était un extrait du livre audio « L'arbre qui cache la détresse » de François Gravel, intervenant web. Disponible sur Audible